Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. C'est la reprise, c'est le retour après les vacances. J'ai l'impression de plus avoir filmé, voilà, comme à chaque fois en fait. À chaque fois que je m'arrête quelques semaines, après j'ai l'impression de plus avoir filmé. Donc allons-y pour cette FAQ. J'aime bien vous faire ça, vous faire une foire aux questions comme ça, une fois dans l'année, parfois deux, mais globalement une fois dans l'année. Donc c'est parti. Je vous ai proposé sur Instagram de me poser des questions en story. Je vous remettrai mon lien Instagram ici si vous me suivez pas là-bas. N'hésitez pas à me suivre là-bas et sur TikTok parce que c'est des endroits où je fais où je fais déjà des contenus qui sont exclusifs que je fais pas sur YouTube parce que le format s'y prête pas. Donc ce qui est format un peu court, évidemment c'est plus adapté à ces plateformes-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je sais que vous êtes nombreux à pas y être. Alors la première question qui est beaucoup revenue et merci à vous de me l'avoir posée, c'est comment je vais. Vous êtes plusieurs à m'avoir juste demandé ça. Écoutez, ça va bien. Comme je dis à mes proches et à ma psy depuis 2 ans, ça va mieux. Tous les mois, ça va mieux que le jour d'avant. Voilà, que le mois d'avant, en fait. Donc ça va mieux de mois en mois, j'ai de plus en plus d'énergie. Évidemment, je fais référence au fait d'avoir fait un burn-out en 2021. Je vais bien. Le burn-out, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu t'es effondré une fois, tu as plus confiance en la suite. Et en fait, là, ce qui se passe, et ce qui fait que je me dis que je vais vraiment de mieux en mieux, c'est que là, dernièrement, je commence à ne plus avoir peur de l'avenir et de m'effondrer à nouveau. Vous voyez. Donc, alors, je dis pas que c'est 100% du temps et que c'est tous les jours, mais donc il y a des moments où j'ai plus cette peur, où je me dis, mais non, en fait ça t'arrivera plus. En fait c'est bon, t'as retrouvé tes capacités, t'es capable de bosser et tout ça, ça t'arrivera plus. Alors, c'est pas 100% du temps, mais il y a ne serait-ce qu'un an, je n'arrivais pas à penser ça. J'arrivais pas à me dire, ça n'arrivera plus jamais, ou je me faisais vraiment pas confiance dans ma capacité à pas m'effondrer. Là maintenant, c'est le cas. Alors, j'ai fait vachement la paix avec le fait de pas faire tout ce que je voudrais faire. Et ça, déjà depuis quelques années, du coup, hein, je pense que le burn-out, de toute façon, ça t'apprend ça. En fait, ça t'apprend que, il y a une limite. Voilà. Tu sais, genre, t'attendais de voir quand est-ce qu'il y aurait un mur, et puis, tu l'as pris, et tu fais, ah oui, d'accord, il y a un mur à cet endroit. Ok, très bien. Enregistré. Tu sais, genre, c'est un peu ça, quoi. Donc, merci d'avoir posé la question. En ce moment, ça va bien. J'ai eu quelques mois pas évidents en début d'année, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais rien à voir avec la période du burn-out. C'est-à-dire c'est des tribulations de la vie normale, en fait, qu'on a tous. Des trucs avec le boulot, des trucs dans la vie amoureuse, enfin des trucs de vie normale. Et ça, c'est cool quand même, de retrouver le sentiment d'avoir envie de faire des choses et que ça va bien, quoi. Non, je souris parce qu'il y en a une qui me dit trop content de te retrouver. Moi aussi. Es-tu heureuse? Non, je ne suis pas heureuse. Mais j'ai déjà été heureuse, donc je sais ce que ça fait que d'être heureuse, de me dire, de me réveiller un matin et me dire, là, en ce moment, je suis heureuse, quoi. En ce moment, c'est pas le cas, mais franchement, je suis pas loin. Je sens que le fait d'avoir de l'énergie, etc., ça va dans ce sens-là. Donc voilà, mais j'attends pas de la vie à être 100% heureuse 100% du temps en fait. J'ai pas besoin d'être tout le temps heureuse pour que je trouve la vie satisfaisante. Ce qui est quand même pas mal. Les amours, comment vont-ils? Ah, vous êtes à fond là. Comment vont-ils? Comment vont-ils? Eh bah, je profite de mon célibat, disons. On va dire ça comme ça. Ça fait quand même un petit moment que ça m'était pas arrivé parce que j'étais à ma dernière rupture qui était d'une longue relation. J'ai eu un petit moment de break, mais en fait, comme c'était une transition entre la monogamie et le polyamour, enfin entre le polyamour et la monogamie plutôt dans ce sens-là. Mais en fait, c'était une transition où j'étais pas non plus pas impliquée dans d'autres relations. Donc là, c'est la première fois que je me retrouve vraiment célibataire et c'est cool. Voilà. Hello Esther, est-ce que tu as des conseils pour s'accepter? Merci, j'adore ce que tu fais. Ah là là. Bon, en fait, je vais dire un truc hyper bateau, mais le temps. Non, mais c'est horrible parce que c'est pas du tout ce que t'attends, je sais bien, mais le temps fait quand même pas mal de choses. Je vois qu'il y a des personnes qui, sans outils, même avec du temps, ne s'acceptent pas. Mais je trouve quand même que j'ai rencontré peu de personnes qui, à, je sais pas, 60 ans, sont aussi complexées qu'ils l'étaient ou elles l'étaient à 20 ans. Donc, le temps déjà fait pas mal de choses au niveau de l'acceptation de soi. Et après, passer du temps avec soi, en fait. Prendre conscience aussi que on, on a tous des parts de nous qui sont noires. On a tous et toutes des moments où on fait des trucs qui sont pas terribles. Et donc, on peut que juste. Enfin, il n'y a pas d'autre solution que juste nous pardonner ou accepter le fait que on n'est pas 100% du temps des gens bons, ou on n'est pas 100% du temps des gens beaux, ou on n'est pas 100% du temps des bonnes personnes en fait. Ce que, pour moi, c'est ça, accepter, c'est accepter l'existence humaine telle qu'elle est, donc soi-même,
et les autres. Voilà, je sais pas quoi te donner comme conseil autre. Franchement, j'ai pas particulièrement de conseils à donner. Si, va voir un psychologue, fais une psychothérapie, va voir des coachs si t'as des trucs à travailler sur des trucs très concrets, des projets ou des choses comme ça, et que t'as besoin de travailler sur ta confiance en toi et ton estime et tout. Fais-toi aider, quoi. Reste pas toute seule dans ton coin. Mais bon, ça, je pense que vous savez que ce sera toujours mon conseil, ça. Comment fais-tu pour ne pas procrastiner? J'ai tellement du mal à me bouger le cul. Mais qui a dit que je procrastinais pas? C'est marrant comme on peut faire illusion sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable. En fait, tout le monde procrastine. Moi, c'est vrai que ça se voit pas trop sur YouTube, mais moi je procrastine surtout tout. Recommence en plus lentement, Esther. Si c'est trop lent pour les gens, ils feront x2. Non, c'est juste moi qui parle très vite dans la vie. Sur quoi je procrastine? Je procrastine beaucoup sur tout ce qui est administratif. Moi. J'ai des courriers là avec des factures à payer qui datent de mai ou juin. On est en août et je suis plutôt en train de tourner une vidéo que de faire des chèques et mettre dans des enveloppes et aller à la poste. Mais vous rendez compte du truc que c'est? Enfin, c'est beaucoup trop pour moi. Donc tout le monde procrastine en fait. Donc il n'y a pas de comment je fais pour pas procrastiner. On va dire que je suis très lucide sur les trucs où vraiment je vais procrastiner pendant trop longtemps et je vais me foutre dans la merde. Et ça, c'est quelque chose... Aujourd'hui, je suis quand même assez lucide. Je pense que j'ai raté plein d'opportunités professionnelles pour ça dans ma vie. Parce que administrativement, c'est un peu le dawa dans ma life. Maintenant, ça va. Hein. Aujourd'hui, bon, voilà, j'ai 37 ans, il serait peut-être temps. Donc, ça fait un petit moment que c'est calé et tout. Mais en fait, comme j'ai conscience de mes lacunes, j'ai pas essayé de tout faire et j'ai beaucoup délégué assez vite dans ma vie finalement. En tout cas, quand j'ai commencé à être à mon compte, j'ai très vite délégué toute la partie administrative. Et en fait, ça coûte pas aussi cher que ce qu'on pense. C'est-à-dire que maintenant, je pense que même si j'avais plus du tout comment dire, même si j'étais plus du tout à mon compte ou quoi, euh, je pourrais envisager d'avoir quelqu'un qui m'aide sur l'administratif et de le payer pour ça, enfin que ce soit voilà, une personne dont c'est le métier, parce que en fait c'est pas si cher. Enfin bien sûr ça coûte de l'argent en plus, mais bon je veux dire quand on a une incapacité, vaut mieux, enfin ça coûte moins cher que de procrastiner et de prendre des 10-20% de majoration sur toutes les factures qu'on paye pas, vous voyez. Donc bon, voilà c'est un... Donc je te dirais, comment je fais? Ben, je suis très lucide sur le fait que je vais procrastiner sur certains types de choses et je délègue quand je peux ou juste j'arrête de me mettre des choses sur le dos que je sais que je vais procrastiner parce qu'en réalité ça me parle pas, c'est pas tellement fait pour moi, ça n'a pas de sens pour moi de faire ces choses-là. Enfin voilà, j'avais fait des vidéos sur la procrastination, j'en ai fait plusieurs et je crois que j'ai déjà développé ces sujets plus en détail. J'ai dû certainement le faire en podcast aussi, dans le podcast qui s'appelle Se sentir bien. Donc si tu vas aller voir déjà dans les vidéos, il y a je crois une playlist, je te la mettrai quelque part, ou en tout cas je te mettrai au moins une vidéo ici. Il veut des enfants et pas moi. Notre relation est-elle vouée à l'échec? Je suis vraiment en train de prendre toutes les questions un peu en vrac. Il y a des trucs à propos de moi, des trucs à propos de vous. Bon, là, au moment où je tourne, je décide que je fous tout ça en vrac. Peut-être que j'aurais pris une décision différente au moment du montage, je ne sais pas. Il veut des enfants et moi non. Est-ce que notre relation est vouée à l'échec? Honnêtement, je suis en incapacité de te dire ça. Je pense que tu comprends ça. Que tu comprends que bah, je te connais pas, je le connais pas, je connais pas votre dynamique, je sais pas où vous en êtes dans votre vie. Donc j'ai même pas un avis. Mais même mon avis, je ne pourrais pas te dire ce qui va en être. Je pense que tu as conscience que, en fait, personne ne sait. Personne ne pourra te dire est-ce que c'est voué à l'échec, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que c'est une difficulté supplémentaire et que le fait de vouloir des enfants, c'est un choix de vie important. Tu vois, c'est quelque chose... c'est très structurant dans la vie, en fait, ce choix-là. Enfant, pas enfant, tu vois. C'est vraiment deux vies extrêmement différentes. Moi, je crois au fait que pour pouvoir réussir un couple, mais je suis pas sûre que je suis la personne à écouter, hein, parce que je suis célibataire à 38 ans, donc je sais pas, tu vois. Bon, après, j'ai eu des longues relations et des belles longues relations. Ma croyance à moi, c'est qu'il faut, et c'est peut-être aussi l'expérience de mes relations précédentes, c'est qu'il faut bien s'entendre dans le quotidien, avoir des valeurs communes et un mode de vie commun, et aussi aller dans la même direction. Genre si tu ne vas pas dans la même direction, enfin sans parler de la communication, pour moi dans les trucs, les gros piliers pour que ça marche, enfin sans lesquels pour moi ça ne peut pas marcher, mais encore une fois c'est mon avis, c'est la communication. Genre si tu ne peux pas parler, si vous ne communiquez pas dans le même registre, si en fait vous ne comprenez pas de manière récurrente quand vous vous parlez,
et qu'il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse médiation, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir bien communiquer. Donc il y a une histoire de compétences de base en communication que vous pouvez acquérir, puis il y a des fois des gens, en fait, juste, on n'est pas câblé pareil, quoi. On se comprend pas, faut continuellement qu'on s'explique, on fait ça, ah oui, d'accord, ok, t'as voulu dire ça, waouh, j'étais loin. Et bon, bah, ça, dans un couple, ça peut être très compliqué. Donc moi, je pense, la communication, le fait de fonctionner pareil dans le quotidien, même valeur, même mode de vie, etc., mais aussi mêmes objectifs de vie. Et pour moi, les trucs à long terme comme les enfants, c'est quand même un choix important. Donc moi, j'irai pas, je miserai pas dessus à titre personnel, c'était ma vie, mais j'ai vu des gens avoir des vies très heureuses avec des projets pourtant très différents et qui ont réussi avec des compromis alternés, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, quoi, qui ont réussi à faire des choses. Donc je peux pas te dire, tu vois. Mais moi, j'y croirais pas si j'étais dans tes pompes. Mais je ne suis pas dans tes pompes. J'ai aussi beaucoup de messages qui disent j'ai pas de questions, mais je te remercie pour le podcast, je te remercie pour la chaîne, je te remercie, voilà. Là, il y a une personne qui me dit merci, tes partages aident et réchauffent le cœur. Merci à toutes ces personnes-là aussi qui ont mis ce genre de questions. Enfin, je sais que c'est pas des questions, donc je peux pas les traiter comme telles, mais merci parce que je les vois et ça me touche. Quel cheminement as-tu parcouru pour aimer ton corps imparfait aux yeux de la société? Je complexe, elle a mis le imparfait aux yeux de la société entre guillemets. Bah, je dirais que c'est encore un travail en cours. Je veux dire, même si mon corps, bon, je l'ai accepté et même je l'aime, mais ça, c'est pas 100% tout le temps. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je complexe, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je me dis, oh, quand même, c'est chiant. Comment j'ai fait? Bah, le temps, la thérapie, le coaching. En fait, je suis allée travailler et c'est ce que je vous conseille de faire et ce que je vous propose de faire quand je vous accompagne, c'est d'aller travailler sur chacune des croyances que vous avez à propos de vous. Si elles sont d'origine traumatique, ben on va aller travailler sur ça en thérapie. Si c'est des croyances que vous avez accumulées qui peuvent se lever avec du coaching, parce que c'est des croyances assez récentes ou c'est des croyances un peu universelles de la société, vous savez, les fameuses pensées comme le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, puis dès lors que vous captez qu'en fait vous n'avez pas faim le matin, bah, ça devient plus un problème de pas petit déjeuner, vous voyez, ce genre de truc. Donc pour moi, le regard sur le corps, c'est la même chose en fait. C'est un travail de chaque pensée et se réapproprier son image. Et puis aussi s'entourer de personnes qui n'ont pas ce corps parfait aux yeux de la société. En fait, dans les médias, dans ce qu'on consomme. Donc consommer du contenu de personnes qui sont grosses, consommer du contenu de personnes qui sont petites, consommer du contenu de personnes qui sont racisées, consommer du contenu voilà, de personnes qui représentent beaucoup plus la réalité de la diversité du monde, plutôt que des personnes qui sont, certes, qui existent, hein, mais qui sont pas toujours comme ça, enfin qui sont pas représentatives de la majorité des personnes, c'est-à-dire ne pas suivre uniquement des personnes qui sont minces, grandes, blondes, voilà, avec la peau parfaite, enfin vous voyez. Parce que si on fait ça, bah, on se fait du mal parce qu'on se donne une représentation de ce qui est normal, alors qu'en fait ça c'est juste un échantillon de la normalité. Ces personnes-là, bien sûr qu'elles existent, mais c'est pas du tout représentatif, c'est-à-dire pas plus d'ailleurs qu'un autre type d'humain, hein. Je veux dire, juste avoir de la diversité dans son feed. Ça peut être quelque chose qui peut t'aider. As-tu des objectifs patrimoniaux financiers? Je sais pas si j'ai des objectifs, je t'avoue que c'était un peu le cadet de mes soucis ces dernières années, parce que je me suis surtout attelée à ma santé. Mais bon, sachant que je suis à mon compte et que je suis pas sûre d'avoir une retraite, j'ai un peu tendance à essayer de prévoir ça et à prévoir le fait que j'ai l'impression que la société dans laquelle je vis ne peut pas m'assurer une sécurité, d'avoir une retraite un jour, d'avoir toujours un toit au-dessus de ma tête, et que donc je dois faire ça pour moi-même, m'assurer d'avoir toujours un toit au-dessus de la tête et toujours de l'argent et pour pouvoir vivre et remplir mon frigo. Donc oui, j'ai des objectifs dans cette intention-là, dans cette intention de protéger mon futur et potentiellement mes futurs enfants et ma retraite, quoi. Après, c'est pas quelque chose auquel je mets énormément d'énergie, donc forcément j'ai pas énormément de résultats puisque c'est pas un truc sur lequel je mets énormément d'énergie. Mais c'est un truc auquel je pense. Et après, c'est pas dans un but de construire un patrimoine et euh, d'avoir beaucoup de capital. Je... Enfin, j'ai rien contre, mais c'est pas un objectif de vie, on va dire. Moi, mon objectif de vie, c'est surtout ce que je fais de mon présent, en fait. Et j'assure mon futur, mais c'est vrai que je m'attelle beaucoup à profiter de l'instant présent parce que ça passe vite, en fait.
Est-ce que tu penses écrire un nouveau livre? Ah, bonne question. Oui, je pense écrire un nouveau livre. J'en ai un en cours. Je crois que c'est une question de quelqu'un d'autre à un moment donné qui m'a dit est-ce que tu as déjà commencé à écrire ton second livre? Mais je pense pas que ce sera vraiment pour tout de suite parce qu'en fait, en l'écrivant, je me rends compte que c'est pas mûr. Voilà. Je vais vous le dire honnêtement, je sens que c'est pas mûr. Donc ça prendra encore un peu de temps, mais oui, je pense que j'écrirai un autre livre. Comment ça se passe l'âge qui passe? Bientôt 40 ans, je déteste me voir vieillir physiquement. Les rides, j'ai du mal à me détacher de mon image de quand j'avais 26 ans. Donc ça, c'est une personne qui me demande comment ça se passe, comment est-ce que moi j'accepte mon âge, parce qu'elle, elle approche les 40 ans. Bon, moi aussi j'approche les 40 ans, j'aurai 38 en novembre là. Euh, je sais pas, à la fois j'ai l'impression que je le vis super bien, et à la fois je le vois et ça m'emmerde, tu vois. Genre je le vois, genre je suis là, bah, même là je me suis maquillée tout à l'heure, quand je passe le pinceau au maquillage, je vois bien que la peau de la paupière est bien plus fine et qu'elle bouge avec le mouvement du pinceau, chose que quand t'as 20 ans, 25 ans, ça t'arrive pas, enfin je veux dire, t'as pas besoin de tenir ta paupière pour pas qu'elle bouge pendant que tu la maquilles, tu vois. Donc c'est des signes de l'âge, et en même temps assez sereine avec ça. Moi de mon côté, alors, je crois que tu me demandais pour moi, hein. Comment tu acceptes le temps qui passe? Ouais, tu me demandes à moi. Tu me demandes... je regardais si tu me demandais un conseil pour toi ou si tu voulais que tu saches comment moi je le vis. Après, j'ai quand même conscience que j'ai de la chance dans le sens où j'ai jamais eu de problème de peau. Donc quand t'as jamais eu de problème de peau, ben même en vieillissant, t'as pas non plus de problème de peau. Enfin, je veux dire, si t'as pas de problème de peau, t'as pas de problème de peau, quoi. T'as juste une peau qui est sympa. Après, si t'as peut-être d'autres problèmes qui se présentent, mais je veux dire, la peau en elle-même, alors elle est un peu fine ma peau, j'ai un peu la peau sèche, j'ai toujours eu la peau normale à sèche, donc évidemment là elle est plus vite déshydratée depuis je sais pas 5 ans environ, ça fait 5 ans que il faut vraiment que je sois plus assidue dans ma routine, sinon ma peau est tout de suite très inconfortable. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais 25 ans. J'avais 25 ans, j'oubliais de me mettre de la crème, ma peau n'était pas inconfortable. Mais de la même manière que quand j'avais 25 ans, je faisais pas de sport pendant une semaine, il se passait rien. Maintenant, je fais pas de sport pendant, allez, 2-3 semaines, je commence à avoir mal au bas du dos, quoi. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça, c'est juste l'âge. Et comment je le vis? Bah, à la fois, j'ai de la gratitude pour ça, parce que je me dis, bah, en fait, je suis en excellente santé, je vieillis, quoi. C'est normal. Enfin, je veux dire, on passe tous par là, et je pense qu'on est dans l'obligation d'accepter le temps qui passe, sinon c'est pas une vie, quoi. On va être en résistance tout du long. Après, je fais des massages du visage, je suis assidue dans ma routine soins, voilà. Et parfois, je me vois en photo ou en vidéo et je me dis, eh, t'as pris un petit coup de vieux, quoi. Bah, normal, en même temps c'est le cas, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pris 10 ans, donc bah, ça se voit, quoi. Voilà, donc non, ça va. Et je veux dire, c'est pas... Enfin, tant mieux, parce que je suis encore très jeune, donc c'est pas fini, quoi, tu vois, genre... Mais il y a des moments, j'ai une petite pensée nostalgique où je me dis, ah oui, d'accord, donc là, maintenant, les plus belles années sont derrière en termes de ce que mon visage... Enfin, ce à quoi mon visage devait ressembler. Et en même temps, je pense que ma génération, on va pas vivre les choses de la même manière que les générations précédentes. Je pense que c'est plus dur d'avoir 50 ou 60 ans aujourd'hui, voire c'était plus dur d'avoir 50 ou 60 ans il y a 20 ans ou 10 ans, que ça ne le sera quand moi j'aurai 50 ou 60 ans. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. Mais parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de représentation, je trouve que c'est plus facile pour moi, mais c'est un peu ce que je vous disais un peu plus tôt sur la question de suivre les bonnes personnes et de suivre des personnes qui ne représentent pas ces standards de beauté. Moi je trouve que parce que je commence à suivre des personnes qui sont plus âgées aussi et que je suis des femmes qui ont 60 ans et que je trouve très belles et que j'arrive à trouver très belles, justement c'est ça. En fait c'est un conditionnement le fait de se dire la vieillesse c'est moche. C'est pas vrai, tu vois, c'est pas objectif. Donc comme le fait de dire être gros c'est moche, bah c'est juste de l'agisme et de la grossophobie, quoi. C'est quelque chose qui est internalisé et qui est instrumentalisé, instruit par la société, voilà. Donc ça se déconstruit, et en fait, moi je vois que ça m'arrive régulièrement de voir des femmes de 40, 50, 60 ans et de me dire waouh, elles sont trop belles, quoi. Et donc ça, moi ça me rassure à l'intérieur parce que je me dis, bah moi aussi en fait, je vais être une belle femme de 60 ans. Enfin, c'est possible d'être une belle femme de 60 ans et je serai une belle femme de 60 ans. Et donc de pas avoir honte de son âge, de pas se dire, bah si je vieillis, je dois dire adieu à ma beauté.
Parce qu'en fait, non, c'est pas comme ça. C'est juste une beauté qui est différente. Genre, on n'a juste pas le même visage, mais de la même manière qu'un enfant, quand on dit à un enfant, ah, il est trop mignon, il est beau, c'est pas la même chose que quand on le dit à un jeune homme de 25 ans, il est beau, il est mignon. Ça n'a pas le même sens. Bah, c'est la même chose. Le mot belle, être une belle femme, n'a pas le même sens quand on a 25 ans, quand on a 35 ans, quand on a 55 ans. Et voilà. Donc, moi, je suis assez sereine avec ça parce que je sais aussi dans quelle époque je vis et je sais que je contribue à ça, notamment avec mes vidéos, hein. Je sais que je contribue à ça, à normaliser le fait de vieillir, le fait d'être ronde. Après, j'imagine que le fait d'être aussi en surpoids et de l'avoir été toute ma vie, hein, j'ai quasiment toute ma vie été en surpoids, j'ai eu quelques moments où j'étais sortie du surpoids, mais globalement je suis en léger surpoids. J'ai fait une grosse partie de ma vie en obésité, mais maintenant je suis en léger surpoids stabilisé depuis quelques années, enfin pas mal d'années même, en fait, à vrai dire. Je sais que ça contribue aussi à donner un visage plus rempli et moins vieillissant. Enfin, c'est plus... Enfin, ça donne meilleure mine, ouais, si je peux dire ça comme ça. Comment tu fais pour gérer la pression sociale des femmes qui approchent la quarantaine? Il y a un thème hein, dans cette vidéo. Comment je fais je fais pas, enfin pas plus que gérer la pression des femmes qui approchent la trentaine, quand j'avais 30 ans, enfin tu vois, genre c'est, en fait ça va pas nous lâcher, je suis habituée, genre quand j'approcherai la cinquantaine, ça sera la même, je suis sûre, je les connais pas encore toutes les injonctions, mais je suis sûre qu'elles me popperont en pleine face, hein. Dites-moi si vous avez 50 ans, dites-moi si vous avez 60 ans, les injonctions sont pas les mêmes, mais elles seront là, enfin genre on va jamais nous lâcher la grappe, avec des injonctions faites sur les femmes, le corps des femmes, les vêtements des femmes, les cheveux des femmes. Moi, je suis sûre que si, je sais pas, à un certain âge, on va me dire oui, les cheveux longs, t'es sûre, ça fait pas un peu mégère, tu vois. Enfin, les vêtements, j'en sais rien, on va me dire tu t'habilles comme si t'avais 20 ans, gna gna gna. Enfin, je porte des jeans troués, enfin, tu vois, des trucs comme ça, enfin. Je pense que ça va pas me lâcher la grappe. Donc en fait, c'est pas que je le vis mieux, moins bien, différemment. Enfin, pour moi, c'est exactement la même que la pression à la trentaine. Il est où le bébé? À 30 ans, c'était ça. Il est où le bébé? Maintenant, il y a un peu ça quand même, parce que vu qu'on est moins de trentenaires à avoir des enfants, on est nombreux à pas en avoir, en fait, on continue à nous pomper l'air avec ça. Mais c'est moins frontal, parce que quand même, j'ai l'impression que les mouvements féminisme, etc., en tout cas, moi, dans les sphères que je fréquente, on fait leur chemin, et donc c'est moins frontal, mais on te le fait quand même un peu sentir, tu vois, genre subtilement, c'est moins... on a moins la question frontale de «Alors, les enfants, c'est pour quand?» Mais par contre, le truc, il est là, tu vois, il est palpable. Et donc, à 40 ans, c'est il faut que je sois mince, belle, que ma carrière soit lancée, enfin, j'en sais rien. Je sais pas trop quelles sont les injonctions, parce qu'en fait, je m'en fous un peu. Je suis une ancienne cliente du programme SSB. Comment on peut te contacter pour des questions sur l'après? Comment tu peux me contacter pour des questions sur l'après? Tu peux envoyer un mail à contact@esther-taïfé.com. Comment vois-tu l'évolution de ton coaching? Est-ce que tu te vois continuer sur la durée? Je pense que vous l'avez vu, il y a un glissement quand même qui se fait progressivement où j'ai inclus de la thérapie. Donc il y a du coaching et de la thérapie parce qu'aujourd'hui, j'en ai parlé dans je sais plus trop quelle vidéo, mais j'en ai parlé plusieurs fois en podcast, en vidéo, dans la durée. Donc voilà, si vous suivez régulièrement, vous avez eu toutes les infos. Mais en gros, avec le temps, je me suis rendu compte que coacher uniquement, enfin aujourd'hui, en fait, je ne crois pas qu'on puisse coacher uniquement sur tout ce qui est relation à la nourriture, troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le coaching où on va travailler sur les habitudes, les pensées, les émotions dans le présent, dans votre quotidien, organiser le quotidien, faire des changements, t'assurer que tes besoins sont nourris dans l'ici, le maintenant, faire baisser ton anxiété dans l'ici, le maintenant, et gérer ton quotidien, ta relation à toi-même maintenant. Sauf que très souvent, les pensées que tu as à propos de toi-même, etc., en fait, elles proviennent de traumas, en fait. Elles proviennent de ton histoire de vie. Et du coup, tu peux travailler ça dans le moment présent et ça va être aidé notamment en groupe. Si on fait un travail en groupe, etc., tu vas pouvoir le cristalliser dans le présent et aller mieux. Mais en fait, si il y a quelque chose de plus profond derrière, en fait, la problématique va revenir. Et c'est normal, en fait. Et c'est pas un problème, c'est pas genre ça n'a pas marché. C'est des choses juste qui sont liées à des traumas. Donc pour moi, aujourd'hui, je travaille avec les deux. Donc mon coaching, il a évolué dans le sens où c'est pas juste un coaching aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je vois le truc un peu différemment. Donc pour moi, aujourd'hui, ça a plus de sens de rendre le travail lui-même en thérapie, en coaching, accessible au maximum de monde. Sauf que le problème, c'est comment on fait ça dans la vie, en fait. Donc j'ai fait des programmes en ligne. J'ai fait un programme en ligne, notamment sur la relation à la nourriture. Il est super.
mais je vois aussi les limitations. On voit les limitations de ce qu'est un livre, enfin mon livre aussi il est accessible, mais un livre, un programme en ligne, bah, c'est pas pareil que d'être accompagné par quelqu'un. Du coup, bah, je vais vers des séances de thérapie qui sont à 95 € ou à 65, en fonction de si vous avez le prix réduit ou pas, en fonction de votre situation. Donc si vous êtes étudiant, si vous touchez le RSA, si vous êtes en situation de handicap, ce genre de choses, ou si vous êtes au chômage. Et puis bah, là, je lance à la rentrée un programme, et ça je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine, un programme qui, pour le prix d'une séance de thérapie par mois, en fait vous donne accès à plusieurs appels pour mettre en place des habitudes, pour créer en fait un mouvement, un rythme, une inertie en fait, et avoir du coaching. Vous voyez, donc à des prix plus réduits, plus abordables, même si bon bah c'est jamais complètement zéro, hein. Après j'ai plein de contenus gratuits, donc voilà, il y a quand même des ressources. Hello, quels sont les projets pour les prochaines semaines et les prochains mois? Écoute, prochaine semaine, prochain mois, 3e année de licence de psycho, le programme dont je vous parlais un peu plus en détail la semaine prochaine, mais travailler donc avec vous en groupe et en individuel pour ceux que je continue à suivre en thérapie, hein. Je reçois en consultation, thérapie, coaching 3 jours par semaine à distance, donc c'est super pour moi. Donc honnêtement, j'ai pas de nouveaux projets parce que ceux qui sont déjà lancés, voilà, c'est juste continuer mon métier, ne pas refaire de burn-out, voilà le projet, faire une EL3, faire certainement des stages, etc. encore cette année, faire un dossier de master, enfin des dossiers de master pour espérer avoir un master l'an prochain et pouvoir finir mon cycle et obtenir le titre de psychothérapeute, enfin de psychologue d'abord, puis de psychothérapeute après. Donc voilà, c'est un peu ça le projet des prochains mois, ce qui est déjà pas mal, mais c'est rien de nouveau, c'est ce qui est déjà en cours, le continuer, parce que c'est un projet de longue haleine, voilà. Désolée si c'est trop perso, mais comment tu te situes dans ton projet de maternité? Alors c'est pas trop perso, j'avoue que si c'était compliqué pour moi actuellement, ça serait dur de recevoir ce genre de questions, il se trouve que c'est pas le cas. Si jamais un jour, enfin on va faire un pacte vous et moi, jamais un jour c'est pas confortable pour moi d'avoir ce type de questions, aujourd'hui c'est pas le cas, mais si jamais un jour c'était le cas, je vous le dirai en fait, je vous dirai, c'est pas parce que j'ai parlé de ce sujet que j'ai envie d'avoir des questions, est-ce que ça serait possible de plus m'en poser? Et je sais qu'il y en a beaucoup qui respecteront, il y aura certainement quelques personnes ça et là qui ne respecteront pas, mais si la majorité respecte, eh ben, ça se passe plutôt très bien. Donc pour te répondre, comment je me situe dans mon projet maternité, en fait j'ai rien de nouveau à dire par rapport à la dernière fois que j'en ai parlé en vidéo, c'est-à-dire je crois au mois de mai, au mois de juin, quelque chose comme ça, ou avril. Donc je vous remettrai la vidéo là, il s'est rien passé dans mon cheminement de pensée de plus que depuis ce moment-là. Est-ce que tu as souhaité faire des études de psychologie pour être plus légitime dans ce domaine? Oui et non. Non, dans le sens où aujourd'hui j'ai un peu de chance, ma légitimité dans mon métier et dans mon domaine, elle est quand même déjà là, parce que j'ai une chaîne YouTube depuis longtemps, parce que je parle de ces sujets depuis longtemps, donc les gens qui sont professionnels et qui m'ont entendu en parler savent que je dis pas de la merde et du coup ont confiance dans mon travail. Voilà, j'ai des bons retours, donc j'ai l'impression d'être relativement légitime dans mon domaine, enfin en tout cas, j'ai pas eu des refus frontaux de trucs parce que je suis pas légitime ou quoi. Je ne le ressens pas comme ça. Je pense que mon livre a contribué aussi à ça, mais même avant ça, même avant l'écriture de mon livre, j'ai l'impression que dans mon domaine, j'ai de la chance d'être quand même reconnue pour ça, aussi parce que, encore une fois, c'est le fait de faire du contenu pendant longtemps, c'est pas le fait d'avoir de nombreux abonnés, hein. Ça c'est pas ça qui fait la légitimité, en tout cas auprès des autres professionnels, c'est le fait d'avoir fait beaucoup de contenu et que ce qu'on dit est pertinent en fait, et que les personnes dont c'est le travail aussi le reconnaissent, ça veut dire ah oui ça c'est de la merde, ah non ça c'est pas de la merde, vous voyez. Donc j'ai pas trop cette impression. Maintenant je le fais aussi pour une question de légitimité, dans le sens où même si dans mes collègues directement c'est pas le cas, ça va être le cas quand je vais vouloir faire une formation, par exemple j'aimerais bien me former à l'EMDR, je peux pas parce que je suis pas psychologue. En fait aujourd'hui être coach, parce que les diplômes que j'ai à l'heure actuelle c'est des diplômes de coach, c'est pas reconnu comme quelque chose de légitime dans notre société. Alors dans certains domaines oui, mais pas dans les domaines plutôt coaching de vie. Dans le coaching professionnel beaucoup plus, étonnamment alors que c'est le même diplôme, mais voilà. Donc ça me permettra de me sentir légitime auprès des personnes qui ne connaissent pas mon travail et qui vont juste regarder mon CV. Par exemple, si je veux intervenir dans des institutions, si je veux parler de grossophobie dans des entreprises, c'est un truc que j'aimerais faire, ou dans des lycées, ou parler de sujets, de faire de la prévention au niveau de la santé mentale, des troubles du comportement alimentaire. Tout ça, c'est des trucs, effectivement, avec un diplôme de psychologue, ce sera peut-être plus facile de rentrer en institution. Là, si je veux le faire aujourd'hui, il faut que je le fasse par le biais de connaissances, de personnes qui connaissent mon travail, qui peuvent me recommander, par le biais de recommandations.
et de bouche à oreille, et de réseau. C'est de toute façon, souvent, il faut les deux hein, pour pouvoir faire des choses dans notre monde. Donc oui, je le fais aussi pour ça. Après, ma raison principale, elle reste quand même de pouvoir continuer à me former et potentiellement de pouvoir accéder plus tard à un doctorat et faire une thèse sur des sujets qui sont en lien avec les troubles du comportement alimentaire. Et sans un master, de toute façon, on ne peut pas faire ça. Donc voilà, je fais une pierre deux coups, en fait. Mais tout ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Décidément, je vous montre plein de vidéos. À mon avis, j'ai plus de place dans le petit, mais je vous fais quand même comme si je vous l'avais mis un petit, mais il y a des vidéos sur ma reprise d'études et le pourquoi du comment je fais ça et tout. Qu'est-ce que tu penses de YouTube? Comment tu vois la plateforme aujourd'hui? Moi, j'adore cette plateforme, mais bon, je suis un dinosaure de la plateforme. J'ai l'impression d'être une boomeuse qui vous parle de radio nostalgie. Bah, c'est un peu ça, en fait. Et en fait, maintenant, je suis devenue une boomeuse fière d'écouter Nostalgie à fond dans ma bagnole. Voilà. Et si vous êtes une boomeuse qui écoutez Nostalgie à fond dans votre bagnole, ben trop cool. Franchement, moi je suis fière d'être sur YouTube. J'adore cette plateforme. J'adore faire du contenu long sur cette plateforme. Voilà, la plateforme a changé, mais bon, le monde change. Enfin, je veux dire, moi je suis pas contre le changement, je trouve ça très bien, heureusement. Heureusement, moi je suis plus la même non plus que quand j'ai commencé. Hein. J'avais 26 ans quand j'ai commencé, donc je suis plus la même et c'est très bien. Je me sens bien sur cette plateforme. Alors évidemment, je fais pas les vues que je faisais avant, je comprends rien à l'algorithme, je sais plus de comprendre. Je fais juste mon contenu en espérant qu'il trouve son public. Quelles que soient les vues, je vois que les échanges sont toujours intéressants, que les gens qui aiment ce que je fais sont toujours là, qu'il y a... Enfin voilà, en fait, je m'en fous. Non mais c'est vrai en fait. En fait, je m'en fous. C'est cool. Enfin, j'ai de la gratitude sur le fait que je peux mettre mes vidéos qui sont lourdes, parce que la meuf, c'est qu'elle parle pendant des heures. Je peux les mettre sur YouTube gratos. Et il y a des gens, gratos, ils peuvent les voir. Enfin, je suis contente, moi. Tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux que je pense de YouTube? Genre, je trouve ça trop cool. Voilà, je continue à trouver ça trop cool. Vas-tu reprendre les vlogs? Oui, je sais, ça date, mais c'était bien. Écoute, c'est énormément de boulot, j'ai pas envie de refaire un burn-out, donc pour l'instant, faire des vlogs, ça me terrifie. Donc elle fait référence au vlog où je faisais 30 jours, 30 vidéos, et j'avais notamment un truc au mois de mai où je faisais le Mayday, Mayday. Ça, c'était pas moi, c'était pas mon idée ce nom, c'était le nom de Marie, mais du coup, je l'ai fait plusieurs fois, et après, je l'avais fait en novembre, je crois, ou en octobre, enfin bon, bref. Et au mois d'octobre, pendant une période, je faisais les vidéos, mais ça date de chez date, mais je faisais les vidéos pour Halloween, donc je faisais les maquillages Halloween. Et là, putain, si vous vous rappelez de ça, les gars, vous êtes des vrais, quoi. Vous êtes là depuis trop longtemps. Genre, vraiment. Non, pour l'instant, j'ai pas prévu de refaire des vlogs quotidiens. Mais je referai bien un Mayday dans ma vie, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, non. Parce que j'ai trop peur du burn-out. Parce que c'est trop pour mon petit cerveau qui essaye déjà d'apprendre, de dire mais non, maintenant tu es solide, tu ne vas pas t'effondrer de nouveau, tu peux faire les choses dans la joie et travailler dans la joie, etc. Donc pour l'instant, l'idée me fait flipax à mort. Donc non. Mais j'entends le plaisir, et le plaisir était partagé et ça me touche. Comment gérer le TDAH sans médoc? Merci, waouh, excellente question. Par contre, c'est pas une question où je peux répondre en quelques minutes dans une FAQ. Ça, c'est une question où il faut faire 1000 vidéos avec des outils. La réponse, c'est des outils, franchement. Enfin... Moi, ma vie est faite comme ça, c'est-à-dire je prends quasiment plus de Ritaline. J'en prends ponctuellement aujourd'hui. Évidemment, travail que j'ai fait en accord avec mon psychiatre et nanana, hein, évidemment. Je le pose là parce que je sens la police d'internet qui fait «Ah, t'as arrêté tes médicaments!» Non, tout va bien. Donc je le prends de manière ponctuelle, mais parce que j'ai complètement adapté ma vie. Enfin, je suis à mon compte, je travaille aux horaires que je veux, je travaille en pyjama si je veux, j'ai délégué l'administratif, enfin je veux dire j'ai complètement adapté ma vie autour de mon trouble en fait, et c'est trop bien. Donc moi je te dirais trouver des façons d'adapter ta vie au maximum. Je veux dire, t'as pas le choix, c'est soit tu adaptes ta vie, soit tu t'adaptes. Et si tu t'adaptes, bah, il te faut des médicaments pour pouvoir supporter d'être assis sur une chaise derrière un bureau de 9h à 17h. En fait, je suis désolée, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Il faudrait que la société puisse inclure davantage les différences, parce qu'en fait, même les personnes qui n'ont pas un TDAH, en fait, il y a beaucoup de gens pour qui ça fait souffrir de rester de 9h à 17h sur une chaise, en fait. L'humain n'est pas particulièrement fait pour ça. C'est juste qu'un TDAH, il n'y arrive juste pas, en fait. Les autres, ils y arrivent, mais c'est douloureux, tu vois. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, sous prétexte qu'eux, ils y arrivent dans la douleur, est-ce qu'on pourrait pas juste se dire, ça serait peut-être bien de changer ça? Et je pense que 2020, le Covid et le télétravail ont apporté beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que,
en fait, le boulot avance quand même quand les gens sont chez eux, qui s'occupent de leurs enfants, qui prennent leur douche à l'heure qu'ils veulent, qui mangent à l'heure qu'ils veulent. Ah, tiens, c'est miraculeux, en fait, ça peut marcher. Donc on avance vers ça, mais pour l'instant, je dirais développer des outils. Moi, j'ai des listes, j'ai des rappels, j'ai des règles à la con, genre j'ai 0 notification sur mon téléphone, j'utilise qu'une seule application. WhatsApp, je sais que c'est nul pour les données, mais je n'arrive pas à utiliser autre chose. Dès que je commence à avoir plus de 2 applications, mon cerveau explose. Voilà, j'ai adapté les trucs de manière très carrée. Et donc c'est le conseil que je pourrais te donner en fait. Trouver chez toi quels sont les outils qui... Je vous ai dit que je ferais des vidéos là-dessus, je sais que je vous ai promis des vidéos là-dessus il y a au moins 1 an, j'ai toujours pas fait, mais je vais le faire. Enfin, c'est en écriture en fait, je l'ai en tête, juste j'ai toujours plein de sujets en tête, j'ai envie de faire plein de vidéos, et du coup... je fais aussi avec mon énergie du moment et mon envie du moment. Et je crois qu'il y a eu des périodes là où j'avais pas trop envie de parler de mon trouble en fait. Genre j'étais trop heureuse d'aller bien et d'avoir envie de vous parler de plein de sujets. Donc j'ai plus fait ça. Mais vraiment j'ai des idées d'outils que je peux vous partager qui peuvent changer la donne pour les personnes qui ont donc un TDAH avéré, puis les personnes qui n'en ont pas. Mais qui ont... vous pouvez très bien ne pas avoir un diagnostic de TDAH, mais avoir un des symptômes ou 2 des symptômes du TDAH qui sont très forts dans votre vie et qui vous handicapent. Et du coup, avoir des outils pour ça, c'est super, quoi. Peu importe que vous ayez le dia ou pas, on s'en fout, en fait. Est-ce que tu n'accompagnes que des personnes qui souhaitent se sentir bien dans leur corps et leur poids? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je sais que c'est une grosse partie de la population que j'accompagne, j'allais dire de la patientèle, de la clientèle que j'accompagne, parce que, à un moment donné, j'ai choisi de me nicher là-dedans, et c'est un sujet qui me passionne, et de toute façon, c'est toujours un peu comme ça. Si on est... pour tout le monde, on est pour personne. Donc, quand on fait un métier où on a une forme de marketing, une forme de présentation en ligne, c'est bien d'avoir une page qui est lisible, où en fait on comprend, on dit ah tiens, cette personne-là, elle fait ça et elle peut m'aider sur ça. Donc, je l'ai fait en faisant la page YouTube spécifique sur le sujet de l'alimentation et du poids. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, je suis une touche à tout. Enfin, je pense que si vous me suivez depuis assez longtemps, vous commencez à le savoir. Je suis intéressée par des multiples choses. Donc, je peux accompagner des personnes sur les questions de polyamour. J'ai pas mal accompagné là-dessus. La sexualité beaucoup, j'ai pas mal accompagné sur des trucs liés à l'entreprise, la création d'entreprise, des personnes qui débutent, qui prennent des séances où on travaille ensemble sur le plan d'action, pipouze, tranquille, des personnes aussi avec des problématiques de vie toutes simples, des choses comme la difficulté à mettre des limites dans leur quotidien avec leurs parents, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec leurs boss, et donc on se retrouve à travailler sur des sujets très spécifiques liés à l'estime de soi, la confiance, etc. Donc pas du tout, c'est juste que c'est ce dont je parle le plus. As-tu envie de refaire une retraite ou un jeûne hydrique long? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Je l'ai dit quelques fois, je crois, mais en fait, ça a quand même, avec le recul, ça a quand même pas mal impacté ma santé. Enfin, je veux dire, mon corps a mis longtemps à s'en remettre, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas de raison de le refaire. Je l'avais fait pour des raisons émotionnelles, pour des raisons, donc un défi personnel et un besoin émotionnellement de travailler sur certaines choses, et aussi pour des raisons physiques, donc j'avais des migraines et j'avais une problématique de côlon. Je veux dire, je l'ai fait, ça a résolu une partie de ces problématiques-là, je suis très contente que ça soit le cas, mais ça a aussi amené plein d'autres choses. Je veux dire, j'ai eu une aménorrhée pendant un bon moment, j'ai pas eu de règles pendant 4 mois, je crois, j'ai perdu beaucoup de cheveux, ma peau, elle a mis longtemps à s'en remettre, j'ai une peau un peu sèche à la base, comme je disais un peu plus tôt, donc j'ai mis longtemps à m'en remettre. Enfin, j'ai pas de raison, si vous voulez, de le refaire aujourd'hui. Ça apporterait plus de mal que de bien, là, tout de suite. Comment se porte SSB? Bonne question. À la fois très bien et à la fois très mal. Par où je commence? Très mal dans le sens où SSB est en liquidation, donc la société Se Sentir Bien est en liquidation. C'est peut-être un sujet pour une prochaine fois, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà, je vous disais dans une vidéo que je citais un peu plus tôt que financièrement c'était compliqué avec le burn-out, etc. J'avais fait un emprunt, enfin que c'était galère. Et du coup, j'ai fini par décider de faire une liquidation judiciaire de la société Se Sentir Bien. Et du coup, ça va beaucoup mieux parce que je peux maintenant travailler en toute sérénité, que l'argent que je gagne va permettre de me payer et de payer mon loyer et de vivre sereinement sans avoir besoin de travailler des heures et des heures et des heures. Et voilà, donc c'est très cool. Donc Se Sentir Bien va pas très bien dans le sens où ça y est, elle est en liquidation, quoi. Mais est-ce que mon métier et est-ce que le travail que je fais dans SSB, moi je vais continuer à appeler ça SSB, est-ce que ça va bien? Oui, super. Je consulte 3 jours par semaine et comme je vous disais, je crée un nouveau programme là à la rentrée. Tout va bien en fait, je m'éclate dans mon boulot, je m'éclate toujours autant, j'adore ce métier et ce métier franchement
Même pendant la période burn-out, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment le truc qui m'a tenue. J'adore ce métier, quoi. J'ai beaucoup de chance. Et même les journées où je me lève et je suis un peu down, parce que ça m'arrive, comme tout le monde, hein, ni plus ni moins que tout le monde, et ben dès que j'ai ma première patiente de la journée, je sais pas, je suis refaite, quoi. Genre... Mais est-ce que vous vous rendez compte de la joie et de la chance que j'ai? Genre, je suis payée, les gars, pour qu'il y ait des gens qui viennent me raconter leurs histoires de cul et leurs dramas de famille. Est-ce que c'est pas... Genre, vous payez un abonnement Netflix pour ça. Moi, on me paye. C'est souvent ce que je dis en rigolant. Évidemment, c'est bien plus que ça et je suis contente de contribuer. C'est un métier qui est tellement satisfaisant de plein de façons. Puis je me sens bonne dans ce que je fais. Et c'est con, mais moi, dans mon métier précédent, quand j'étais chercheuse et quand je faisais de l'astrophysique, je veux dire, il y a une différence entre avoir eu le diplôme, être légitime à l'avoir eu, réussir à faire le boulot et le faire d'une manière correcte et même plutôt bonne, et se sentir excellent dans ce qu'on fait, et se sentir à sa place dans ce qu'on fait. Moi, quand je faisais ce métier, je me disais, des fois, je rentrais le lundi, j'arrivais au labo, puis il y avait des gens qui disaient « Ouais, vous avez vu, il y a le rover sur Mars qui est arrivé hier, ouais, on a regardé ça en live sur Twitter. » Moi, j'étais là, alors non, moi, ce week-end, je faisais de l'aquagym. Je n'étais pas en train de regarder les rovers se poser sur Mars, enfin, tu vois. Alors que là, le week-end, je suis en train d'écouter des mecs parler en live de trucs de psycho, vous voyez. Donc c'est là que je vois que je suis au bon endroit, quoi. Donc bref, donc tout ça pour dire que SSB va pas très bien. Le podcast va super, moi je vais super, et puis le nouveau SSB va super, en fait. C'est une renaissance. C'est allez, reset, on recommence la partie depuis le début, là, parce que ça va pas du tout. Game over, on recommence avec les compétences qu'on a acquises entre-temps. Voilà pour cette FAQ, on s'arrête là, j'ai déjà parlé bien longtemps. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, tout ça, vous abonner, liker, vous savez, ça aide la chaîne. Et n'hésitez pas à aller regarder, si vous êtes intéressé par le travail que je fais par ailleurs, les accompagnements, etc., n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos, hein, vous avez toutes les infos de ce qui va sortir à la rentrée, de ce qui est en train de se faire, de comment on prend rendez-vous, de tout ça. Voilà, j'en parle pas en détail autant ici en vidéo que je peux le faire sur mon autre chaîne ou que je peux le faire dans le podcast. C'est un peu un choix, j'aime bien ici être aussi, voilà, pas que en posture professionnelle. Donc voilà, mais il y a toutes les infos dans la description à chaque fois. Je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.